Bonjour, un petit dub. Merci d'assister à ce moment de rencontre. Pendant 1 heure et quart, nous sommes ensemble en compagnie de Jacqueline Coe, réalisatrice, d'Isa Genini, productrice et réalisatrice, d'In Medeb, réalisatrice, et de Zaid Hamdan, artiste. Nous co-animons cette rencontre avec Zoé Karl, donc, qui est enseignante et doctorante, notamment sur les slogans, on a appris tout à l'heure. L'idée de cette rencontre naît de la suite du projet Nuit Sonore et European Lab Tanger. Depuis quelques années, Nuit Sonore et European Lab participent chaque année, organisent chaque année un événement à Tanger, en général au mois d'octobre, afin de se faire rencontrer les scènes artistiques, les scènes intellectuelles des deux côtés de la Méditerranée. Aujourd'hui, le thème choisi est artistes et militantes, le nouvel underground du monde arabe. Donc pendant 1 heure et quart, en compagnie de nos invités, nous allons discuter de la place de la femme dans cette scène dans les mondes arabes. Quand on dit, alors on voit écrit underground, le nouvel underground du monde arabe. Donc déjà, il y a deux mots sur lesquels on va insister. Underground, est-ce qu'on parle d'underground ou tout simplement de ground, de terrain, d'expression de ces femmes. Et on va discuter aussi cette notion de monde arabe au singulier et au pluriel. Quand on voit la variété de nos intervenants, on aurait plutôt tendance à dire les mondes arabes et les mondes berbères, pour faire une petite parenthèse sur laquelle insiste Isa et moi-même. Alors, donc la question de l'underground et du ground, c'est surtout à travers le travail de 3 documentaristes ici, de rendre visible certains genres musicaux minorisés, soit au Maroc, soit invisibles pour le cas de l'électrochahabi dans l'espace occidental européen. Alors je voulais vous poser la question. Il fait la même chose, hein. Il rend visible des gens qui sont invisibles avec le label qu'il a créé et qui a permis à beaucoup d'artistes qu'il a découvert, qu'il est allé chercher de derrière, de cacher, voilà, et il leur a permis de sortir des albums, de se faire connaître. Il a aussi participé à des films qui se sont faits sur ces mouvements, donc je pense qu'il est autant que nous ici, il joue le même rôle en fait, de défricheur, de mettre en lumière des artistes, de la musique, et il est lui-même musicien. Donc, Zaid, cette question s'adresse à vous également. Quelle a été votre démarche pour rendre visible, Jacqueline, peut-être en premier, les femmes militantes dont vous parlez dans votre film? Alors j'ai fait donc récemment deux films sur les musiques arabes, puisqu'en effet pour moi c'est des mondes et c'est des univers qui peuvent être vraiment très très divers, très riches aussi, très complexes, et ça me paraît toujours très réducteur de ramener ça. D'ailleurs même les religions arabes, c'est pas quelque chose d'unifié, loin de là. Donc j'ai fait ce premier film, notamment Si je te garde dans mes cheveux, que j'ai fait en 2014, parce que j'avais envie de proposer une promenade à travers, en partant depuis les musiques les plus traditionnelles pour arriver à des musiques beaucoup plus contemporaines. Mais si j'ai fait cette démarche qui me permettait de mettre un peu en visibilité ces femmes, une femme marocaine, une tunisienne, une syrienne, une palestinienne, donc Hada Waki, Amina Sfarfi, Wahed Bouassoun et Camilla Djoubran, c'était par colère. C'est-à-dire j'étais vraiment extrêmement en colère, et je le suis encore, par rapport à ce manque d'intérêt, cette mésestime qu'il y a dans notre pays et dans d'autres pays européens d'ailleurs, par rapport aux cultures arabes, qu'elles soient musicales, qu'elles soient aussi littéraires et picturales. Voilà. Cette méconnaissance, pour moi, pose vraiment question, parce que on écoute tous beaucoup de musiques diverses, que ce soit des musiques indiennes, du jazz, des musiques africaines. Voilà, il y a ça, on peut en entendre beaucoup, et notamment sur les canaux institutionnels, que ce soit nos radios nationales, puisqu'après tout, on a quand même un devoir aussi par rapport à la donner à connaître.
On a chez nous, on en est facilement à la 3e génération de gens qu'au départ on a fait venir pour travailler dans nos usines et qui maintenant, avec les difficultés qu'ils ont d'intégration, ne connaissent même plus la culture de leurs grands-parents. C'est-à-dire que vraiment, il y a comme un espèce de halo comme ça, un peu flou, qui s'est créé. Et donc j'étais en effet très en colère en me disant, mais cette méconnaissance à ce point-là, moi j'appelle ça du racisme culturel. Je sais que c'est un mot violent, c'est un mot fort, mais vraiment, je n'ai pas peur de l'appliquer parce que je me dis, mais si je vais dans la rue et je demande à des gens, vous connaissez Miles Davis, vous connaissez John Coltrane, beaucoup vont, pas tout le monde, mais beaucoup vont me dire oui. Si je dis, connaissez-vous Asmahan, connaissez-vous Mohamed Abdelwahab, connaissez-vous Bali Hamdi, je sais que ça va être le silence. Donc à ce point-là, donc je me suis dit au moins, et puis comme les femmes, c'est malgré tout ma communauté, je vais essayer de faire quelque chose qui va peut-être donner au moins, je crois qu'on en est tous probablement à peu près là, donner envie d'aller plus loin, d'aller peut-être comme un apéritif, voilà, quelque chose qui donne de l'appétit, qui donne envie. Hein, voilà, donc c'était ça ma démarche. Moi aussi. Non, vas-y d'abord. Zaïd, à propos de la communauté, vous faites partie de cette communauté des femmes aussi? Bah oui, Non, je voudrais juste dire une chose à propos du racisme. La plupart de mes amis, et je dirais ma plus grande amie, celle avec qui j'ai commencé, qui s'appelle Yasmine Hamdan, a fui le Liban. Elle est venue s'installer ici parce qu'elle me disait, au Liban, je ne peux pas exister musicalement. Je n'ai pas ma place. Il n'y a qu'en France ou en Europe où j'aurai une voix. Donc, de chez nous, on perçoit l'Europe, au contraire, comme le seul endroit où on va nous écouter, où notre musique peut exister. Parce que chez nous, ce n'est pas du racisme culturel, c'est de l'oppression, de la dictature. On nous écrase culturellement. Et l'Europe, pour nous, reste les seules plateformes où nos communautés artistiques peuvent exister. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir avec ce flot de réfugiés qui arrive chez vous, parce que Moi aussi. tous mes amis artistes sont dans les Zodiacs. Et ils arrivent chez vous avec beaucoup de musique et beaucoup de choses magnifiques. Mais moi, mon regard, évidemment, est différent parce que je considère qu'il devrait y avoir davantage de revues qui fassent un travail vraiment sérieux, musicologique de recherche. Là je parle toujours au niveau des institutions, vraiment, parce que bien sûr il y a énormément de choses qui existent, hein, mais je parle vraiment au niveau des institutions les plus reconnues, enfin à la radio, France Culture, France Musique, etc. Là je trouve qu'il y a un manque. Ça n'empêche pas qu'en effet, il y a des choses qui se passent. J'ai vraiment quelque chose à dire aussi précisément là-dessus, sur cette question du racisme culturel. Vous parlez de ce racisme culturel du point de vue de la musique. Mais en réalité, aujourd'hui en France, ce racisme culturel, il est à des endroits où c'est même encore beaucoup plus grave, parce que c'est la création de ce qu'on peut appeler l'histoire ou l'imaginaire commun. Je donne juste un exemple. Quand on va en classe en France, quand on fait sa scolarité en France, quand on est au lycée, il y a quelques cours sur la guerre d'Algérie. Mais on étudie la guerre d'Algérie sans étudier la conquête de 1830. Sans connaître les jeunes aujourd'hui, personne ne sait qui est l'émir Abdelkader et quel rôle il a joué à ce moment-là. Donc c'est quand même un problème, parce qu'on ne peut pas comprendre cette guerre d'Algérie sans comprendre la conquête de 1830. On ne peut pas lire Albert Camus et L'étranger de Camus en classe sans étudier Nejma de Kateb Yassine. Mais c'est ce qui se passe. On étudie Camus, on n'étudie pas Kateb Yassine. Voilà, donc ce racisme culturel, voilà, il est des institutions, et en particulier absolument de l'éducation nationale, parce que je pense que c'est à l'éducation nationale qu'il y a la possibilité, quand on est enfant, déjà de créer cet imaginaire commun. Et la blessure identitaire est très, très, très violente. Et donc, on a toute une génération qui ne sait pas qui elle est et qui ne sait pas pourquoi elle est ici. Alors qu'en réalité, il y a une histoire commune entre la France et l'Afrique, entre la France et le monde arabe. Et cette histoire commune, elle n'est pas enseignée. Donc, bon, après, c'est évidemment qu'ils ne connaissent pas Mohamed Abdelwahab ou Kulsoum, évidemment, puisque déjà, ils ne connaissent même pas l'histoire, enfin l'histoire, les faits historiques. Tout à fait. Donc, il y a ce trou et cette résistance. Et il y a une résistance très, très forte, et on ne va pas en sortir,
parce qu'on est dans une période de repli. Depuis les attentats du 13 novembre, c'est extrêmement difficile d'exprimer ce genre de point de vue. Et par exemple, la réforme des programmes scolaires, les gens ont essayé de réformer les programmes scolaires. Tout de suite, il y a une droite, une extrême droite, dont aujourd'hui, malheureusement en France, l'idéologie est partout et a un effet sur nos vies au quotidien. Voilà, moi je suis parisienne, j'étais il y a 2 jours à l'évacuation du lycée Jean Jaurès à Paris, dans lequel il y avait des réfugiés qui venaient de pas très loin de chez Zaïd, qui venaient de Syrie, d'Afghanistan, voilà, de pays qui sont en guerre, d'Érythrée, et qui se sont fait expulser par des policiers, par la gendarmerie mobile. Et les citoyens parisiens, les riverains qui étaient venus les soutenir et qui étaient contre cette expulsion, ont été frappés, gazés sans sommation par les policiers. C'est quelque chose que je viens juste de filmer. Voilà. Donc on en est là, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des choses comme l'European Lab et toute l'équipe de l'European Lab qui par exemple se délocalise à Tanger, qui permet de créer des ponts. C'est extrêmement important parce que c'est des initiatives qui sont très rares. Donc quand elles existent, on les saisit, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et très heureuse d'être là avec vous. Et comme dit Zaïd, effectivement, quelqu'un comme Yasmine Hamdan trouve sa place ici. Donc je ne fais pas un tableau noir, mais je dis que pour moi, la seule manière de lutter, aujourd'hui, de lutter contre le terrorisme, et par exemple la réaction que la France, que l'État français a toujours à la suite d'attentats, à la suite des attentats de Charlie, des attentats du 13 novembre, ou encore à la suite des émeutes de 2005, c'est de se replier sur une identité fictive et fausse, parce que l'identité française est multiple, et les Français ont peur de cette identité multiple. Or, en 2005, quand il y a eu les émeutes, 2 ans plus tard, le résultat, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy, la création du ministère de l'identité nationale. Et donc, et là, aujourd'hui, avec François Hollande, le résultat des attentats du 13 novembre, c'est 2 mois de débat sur la déchéance de nationalité, des débats vraiment nauséabonds. Voilà, donc plutôt que d'aller dans ce sens-là, d'une identité qui serait français de souche, franco-français, on a peur, on est envahi, il y a trop d'étrangers, et ben, ça serait plutôt de reconnaître notre histoire, et cette histoire commune qu'on a avec ces mondes-là, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça corrobore tout à fait ce que je pense, en effet. Isa, est-ce que cette histoire est connue au Maroc, et quand vous filmez ces femmes, ces activistes, est-ce qu'elles sont connues de la population marocaine? Est-ce qu'elles sont enseignées dans les manuels scolaires? Alors je reviens donc aux raisons et en tout cas à l'origine de ces films, de cette manière de rendre visible. Alors en ce qui me concerne, ça a commencé avec la production d'un film qui aujourd'hui est un film mythique, comme vous connaissez, qui est le film Trans, avec le groupe Nassel Rewan, qui était vraiment un groupe phare dans les années... déjà, ils ont commencé en 70. J'ai produit ce film en 81. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours cette aura, bien qu'il n'y a qu'un seul des survivants du groupe initial. La raison qui m'a inspiré de produire ce film, c'était lors de leur premier concert à Paris, lorsque j'ai vu l'effet de cette musique sur le public. J'étais plus fascinée en fait par des spectateurs qui étaient en extase, en plus à une époque où il n'y avait pas de barrière de sécurité, et je me suis dit il faut montrer ça. Après avoir produit ce film, j'ai eu envie de continuer, et j'ai toujours été très inspirée par un genre musical qui est chanté par les Shirat au Maroc, ces Bad Girls, comme les appelle Jacqueline, et l'une d'elles en particulier, qui est Fatna Metlahoussin, me fascinait complètement. Et je me suis dit, je voudrais produire un film, après Nassel Rewan, sur les Shirat. Et je n'ai pas pu produire ce long métrage. Et un matin, j'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne, je vais réaliser moi-même un documentaire sur elle. Et c'est alors que j'avais aucune expérience, dans la réalisation du documentaire. Je venais plutôt du monde du cinéma et non du monde de la télévision. Et voilà, d'une manière un peu aveugle, je me suis lancée. Et puis, quand je suis allée voir Arte, on me dit qu'il s'appelait La 7 à l'époque. On me dit, oh ben non, vous n'allez pas venir pour un film de 26 minutes. Il faudrait quand même nous proposer une série.
Donc, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas les sujets qui manquent au Maroc. Dieu merci, la musique est tellement vaste et riche. Eh bien, c'est comme ça que j'ai conçu les... Donc, j'ai fait le film sur Aïta. Alors, sur Fatna, alors, comment était-elle perçue? Pour répondre à votre question, c'est une shira avec tout ce que l'on peut, toute cette connotation méprisante, vulgaire, à part quelques amateurs qui osent avouer leur penchant ou leur goût pour les shirats, le reste, c'était vraiment... elles étaient considérées comme le rebut de la société parce qu'elles étaient libres, parce qu'elles vivaient dans un monde masculin, parce qu'elles pouvaient fumer, boire, etc. Qu'est-ce qu'une shira pour qu'on Une shira, c'est cette... D'abord, on pourrait partir du sens étymologique qui est le féminin de cher, le maître. Donc ça voudrait dire la maîtresse, sauf que là, c'est une maîtresse qui est vue bien bas, mais elle incarne, en fait, elle incarne l'éternel féminin. Et l'un des symboles de cet éternel féminin, c'est qu'au pic de leur chant, elles défont leurs cheveux, et vous avez peut-être vu cela, et elles dansent avec leurs cheveux. Et d'ailleurs, elles se produisent très souvent, c'est comme ça que j'ai filmé Fatna au Moussem de Moulay Abdallah, où il y a l'une des plus grandes fantasias du Maroc, où il y a 1000 chevaux qui courent pour la fantasia, et c'est un genre qui peut avoir un aspect épique, et donc elles se produisent très souvent avec ces cavaliers. C'est comme c'est au moment des récoltes, c'est comme disons un cadeau qui est fait aux métayers et aux paysans que d'offrir une... Et donc quand j'ai produit ce film, on m'a vraiment pris, c'était en 87, vous pouvez imaginer, je passais pour une totale originale. Aujourd'hui, la Haïta fait l'objet de thèses dans les facultés. Il y a toute disons une inspiration, une influence sur les nouvelles créations. Et donc aujourd'hui, enfin, moi j'ai eu envie de faire ce film parce que d'instinct, moi quand j'étais enfant, mon père m'amenait toujours dans les souks. Et dans les souks, il y avait toujours une petite difa, une petite fête locale avec des shirats. Et parce que justement, le souk est un univers masculin. Et donc, on offrait la fête avec ces chanteuses et ces danseuses. Et peut-être j'ai été frappée. Et donc, d'instinct, je me suis dit quand même, il faudrait montrer que ces femmes ne sont pas que des prostituées ou des filles de mauvaise vie ou des bad girls, c'est aussi des artistes. Et voilà. Et aujourd'hui, elles inspirent toute une nouvelle génération, mais ça, on en parlera un peu tout à l'heure. Je voudrais rebondir sur ce que Isa vient de vous dire. En effet, par rapport à la perception de ces femmes, nous avions organisé avec mon compagnon Daniel Coe et avec Patrice Chéreau en 1984 et 85, c'est-à-dire à peu près à ces années-là, ce qu'on a appelé à l'époque les journées de musiques arabes. Et on a invité 300 artistes, on a organisé 25 concerts et on voulait absolument que soit présente Shira Rimiti, à qui d'ailleurs je peux dédier cette réunion parce que vraiment elle est emblématique pour moi de ce que peut être une shira, de ce que peut être une bad girl, dans tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Et donc quand on a demandé au gouvernement comment nous pouvions contacter Shira Rimiti, etc., on nous a dit tout simplement elle est morte. Ok. Bon, nous, on n'était pas, même si on se déplaçait beaucoup, voilà. Donc, le festival se passe et ensuite, on part 3 semaines après, comme on le faisait régulièrement à Barbès, pour aller faire la cueillette des disques qu'on voulait, aller dans les clubs, aller écouter des choses, aller au Luxor, à l'époque, avant qu'il ne soit refait. Et qui voit-on dans un club? Shira Rimiti, qui se portait comme un charme. Voilà. Donc on lui raconte l'histoire, évidemment ça la fait extrêmement rire, et elle dit mais voilà, c'est la perception, c'est-à-dire il était inimaginable que je représente mon pays,
parce que je suis vraiment réputée comme celle qui se comporte mal, qui boit de l'alcool, qui chante « Déchire ma fille, déchire, Rimiti recoudra », c'est-à-dire qui s'attaque au tabou de la virginité et qui s'appelle Rimiti parce que quand elle chantait... Parce que voilà, quand elle chantait, on lui offrait un verre et elle disait « Rimiti-moi ça, la patronne ». Voilà, donc en effet, donc c'est vraiment quelque chose. Et pour moi, elles font partie vraiment, ou Hadawaki, puisque je viens de lui consacrer un film, parce que c'est vraiment une femme merveilleuse. C'est une femme analphabète, mais qui est une poétesse avec une beauté. Voilà, elle me dit, mais c'est pas compliqué, moi j'écris pas, mais le matin, j'ai toutes ces choses en tête, je les enregistre sur mon dictaphone, je les chante à mon groupe, et puis voilà, c'est très facile, hein. Voilà, et qui est donc aussi quelqu'un qui, au Maroc, j'ai pu me rendre compte, à la fois est très très aimé, mais en même temps, chaque fois on me dit « Ah oui, mais c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment bien, hein. » Voilà, donc, et c'est des femmes d'une puissance fantastique et que je trouve, comme par exemple Ada m'a dit une parole que je trouve très belle, elle m'a dit « Mais tu sais, si tu te respectes toi-même, les autres te respecteront. Moi, je me respecte. » Oui, c'est très beau et c'est très juste. Hind, vous filmez pas des bad girls, mais J'ai froid, est-ce qu'on peut mettre le chauffage ou enlever la clim, ou je sais pas, mais il fait froid. On va vous passer un gros pull. Donc, voilà. Vous filmez pas des bad girls, mais des bad guys plutôt, qui viennent des quartiers populaires du Caire, donc les artistes du Mahragan ou de l'électro-shahabi, qui viennent des quartiers... Et puis aussi les rappeurs tunisiens. Là, les rappeurs tunisiens dans votre dernier film Tunisia Clash. Alors vous, à quel moment est-ce que vous avez décidé de filmer ces jeunes qui viennent de périphérie du Caire, qui sont vulgaires aussi? J'ai pas décidé. C'est venu à moi parce que ma mère s'est installée au Caire. Elle a vécu 7 ans au Caire, donc j'allais beaucoup en Égypte. Et puis à cette époque-là, j'ai rencontré d'ailleurs Zaïd à Beyrouth, parce qu'à cette époque-là, donc je faisais des reportages pour Trax, pour Arte, l'émission Trax. Et Trax me disait, on n'a pas trop, enfin, ils n'avaient pas beaucoup de choses qui venaient du monde arabe. Et justement, comme je parlais arabe et que ma mère vivait au Caire et qu'elle était, même à l'époque, elle était à Damas, et donc c'était à côté de Beyrouth. Enfin, donc je circulais un petit peu entre le pays de ma maman, qui est le Maroc. Ma mère est marocaine. Elle est moitié marocaine, moitié algérienne. Et le pays de mon père, qui est la Tunisie, et puis ensuite l'Égypte, qui est un peu devenu pour moi un pays d'adoption, parce que comme elle y a vécu pas mal d'années et que j'y allais beaucoup, je me suis vraiment attachée à cette ville. Aujourd'hui, j'ai autant d'amis au Caire qu'à Paris, et je pourrais très bien aller vivre là-bas. Et donc voilà, donc c'est toutes ces circulations qui étaient dues un peu à l'histoire de ma famille, qui ont fait que je me suis mis à faire des reportages pour Arte dans cette région. Et j'ai commencé par faire des choses à Beyrouth. Et puis bon, quand j'étais au Caire, en fait, finalement, ce film, c'est vraiment grâce au rédacteur en chef de Trax, David Combe, qui me poussait tout le temps dans mes retranchements, parce que je lui proposais des sujets. J'ai fait pour lui, pour l'émission, un sujet sur la nouvelle vague du cinéma égyptien, donc des réalisateurs comme Mohamed Diab. On était quand même assez fiers avec Trax. On a parlé du film Setta Sabah Taman, il y a Les Femmes du bus, 1 an avant qu'il sorte en France, au moment de sa sortie en Égypte, et on a fait un portrait de lui. Aujourd'hui, son film est sélectionné à Cannes, son nouveau film de Clash, et va faire l'ouverture d'un certain regard la semaine prochaine. Donc voilà, c'est toutes ces circulations qui m'ont amenée jusqu'à ces jeunes. Donc je vais vous raconter comment. En fait, je proposais des choses sur des musiciens qui se produisaient au Caire. Mais c'est vrai que moi, j'allais dans les endroits où tout le monde va au Caire, c'est-à-dire, en fait, il y a vraiment deux villes, 2 mondes au Caire. Il y a le centre-ville, les Mohandissines, la ville dans laquelle il n'y a pas de tuk-tuk et dans laquelle les touristes vont et où les Égyptiens un peu aisés vivent, qui est la ville officielle. Et puis il y a la ville informelle, qui sont tous ces quartiers qui ont été construits de manière sauvage sur des anciens terrains agricoles sans autorisation de construction, où les gens ont mis eux-mêmes le tout à l'égout et où il n'y a pas de présence des pouvoirs publics, en fait. Et en fait, ce Caire informel, quand vous allez au Caire, vous ne le voyez pas. Et donc, je proposais des choses sur des artistes qui se produisaient au Cairo Jazz Club, par exemple, ou dans certains, voilà, ou à Macken, enfin dans des salles de concert et tout ça. Et puis, donc, mon Red Chef me disait tout le temps, mais oui, mais bon, c'est pas très nouveau. Enfin, ce que fait cet artiste, ça ressemble beaucoup à ce que fait tel autre artiste anglais. Il y a rien de nouveau, ils inventent rien. Il me dit,
je suis convaincue que dans une ville comme le Caire, il y a forcément des choses qui ne ressemblent à rien de ce qui se passe chez nous. Et j'aimerais vraiment que tu essayes de chercher un peu plus et tout ça. Et alors, il y avait justement dans le reportage que j'ai fait sur le nouveau cinéma égyptien, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ibrahim El Battout, dont j'ai fait le portrait en même temps que Mohamed Diab et d'autres. Voilà. Et Ibrahim El Battout, il avait la particularité du temps de Moubarak parce qu'il n'obtenait jamais le visa de censure et qu'il avait une difficulté énorme à pouvoir tourner ses films. Donc une de ses manières de faire, c'était de tourner dans les quartiers informels et de tourner sans donner l'adresse à l'équipe. C'est-à-dire tout le monde prend le car le matin, il n'y a que 2 personnes qui sont au courant de là où va avoir lieu le tournage pour éviter qu'il puisse y avoir une dénonciation et la police qui arrête le tournage. Et puis il y avait tout un jeu de chat et la souris avec la police où le directeur de production était prêt à se faire arrêter, à aller au poste avec les flics. En attendant, les mecs continuaient à tourner, etc. Et donc en fait, il a fait des films comme il n'avait pas d'argent en utilisant ces quartiers informels et en utilisant la réalité. C'est-à-dire que plutôt que de payer 300 figurants qui vont être là pour faire un mariage, il tournait dans un vrai mariage. Plutôt que de reconstituer une manifestation avec des heurts avec la police, il mettait ses acteurs au cœur d'une manif, mais c'est de la fiction, hein, c'est pas du documentaire, c'est vraiment des films de fiction. Et il a fait notamment un film qui s'appelle Ain Shams, qui est sorti en 2005, qui a été interdit à sa sortie en Égypte, et qui était vraiment la préfiguration de ce désir de révolte qui venait de ces quartiers populaires, pauvres, et que personne ne regardait. Et en fait, c'est en discutant avec lui qu'il m'a dit, écoute, oui, il y a un nouveau truc dans les mariages invraisemblable qui n'a rien à voir avec la musique traditionnelle habituelle sha'abi qu'on entend dans les mariages. Il y a un mec qui s'appelle Amr Haha, il y a ça, bon, voilà. Donc il a commencé à me donner quelques noms. Moi, d'autres amis m'ont montré des liens internet sur YouTube. Et le premier artiste que j'ai découvert, c'était des liens YouTube qui étaient partagés sur Facebook par des amis. C'était Islam Chipsi. Et en fait, quand on allait de lien en lien, il y avait toujours un numéro de téléphone qui en fait était le numéro de Khaled Mango, qui est toujours le batteur d'Islam Chipsi avec son groupe là, qui en tournait un peu partout. Et donc je suis tombée au téléphone sur Khaled, il y avait un boucan infernal derrière lui, il était en train de jouer dans un mariage, il comprenait rien à ce que je lui disais, il pensait que j'ai appelé pour un mariage, pour mon mariage peut-être, je sais pas, enfin bon. Et donc on s'est donné rendez-vous à Imbaba, dans le seul lieu que je connaissais à Imbaba, qui est un restaurant qui s'appelle Kebdet El Prince, le foie du prince, où on mange le foie grillé en salade, en tagine, enfin le foie dans tous ses états, et qui est un restaurant dont les murs sont recouverts de tous les gens qui sont originaires d'Imbaba et qui sont devenus des stars, donc stars du foot, de la musique, de la télé, enfin voilà. Et c'est un endroit où les gens qui ont grandi à Imbaba et qui en sont sortis reviennent, et donc il y a une très grande, c'est un des rares lieux de mixité sociale au Caire. Et j'avais un ami qui m'avait emmené là, donc je connaissais ce lieu, donc je lui ai dit Kebdet El Prince, Khaled connaissait. Il m'a dit, écoute, j'aurai un t-shirt rouge, des petites baskets rouges et un scooter rouge, donc tu peux pas me louper. Effectivement, je suis arrivée. Et je l'ai tout de suite reconnu et j'étais en voiture avec un ami et on l'a suivi. Et pour la première fois, je suis rentrée dans le dédale de Imbaba et il m'a amenée jusqu'à Islam Chipsi, dans le café où Islam Chipsi était toujours avec ses amis. Et c'est comme ça que l'histoire de ce film a commencé. Après, c'est beaucoup de coïncidences. J'aurais jamais rencontré Oka et Ortega, qui sont devenus des énormes stars dans toute la région. Si le chauffeur, parce que j'ai pas mon permis de conduire, donc j'avais besoin tout le temps d'un chauffeur ou d'un ami, et puis parfois mes amis n'étaient pas dispo pour m'accompagner. Et donc ma mère travaillait à l'ambassade et elle m'a donné le numéro d'un chauffeur qui travaillait pour l'ambassade. Et le mec était fou de rage que je l'emmène dans ces quartiers. Lui, il avait l'habitude de travailler avec les gens des ambassades, d'aller dans les beaux quartiers. Et du jour au lendemain, il m'a laissé tomber, il n'est pas venu. Donc j'avais plus de chauffeur. Et j'avais un copain, un copain dont le père a, je sais, plusieurs voitures, enfin d'une famille très riche au Caire, un copain égyptien, et je l'appelle et je lui dis, est-ce que tu peux pas m'aider au moins pour aujourd'hui, est-ce que je peux pas avoir une voiture, enfin voilà. Et donc je me retrouve avec le chauffeur du père de mon ami, qui était un vieux monsieur qui venait de Mataria. Mataria, c'est le quartier de Oka et Ortega. Et je savais rien moi de Mataria. Et je commence à discuter avec lui de ce que je suis en train de faire et tout. Il me dit, mais mon neveu, il cherche du travail, il a 20 ans, il adore cette musique, il les connaît tous. Et c'est pareil, grâce à Ahmed, qui avait 20 ans, qui est devenu mon chauffeur pour tout le film, en fait, et qui était un mec extraordinaire. Et c'est lui qui m'a présenté Weza, Oka, Ortega. Mais moi, j'avais aucune idée. Et puis, au moment où je commence le tournage de ce film, on est en mars 2011, un mois après la chute de Moubarak.
l'électro-shahabi, d'abord le mot n'existe pas, le mot on l'a inventé avec Trax, parce que d'abord ça a été un reportage de 15 minutes qui est passé sur Trax en septembre 2011, et ensuite moi j'étais tellement frustrée par le format Trax, commentaires et 16 minutes, que j'ai continué, et pendant 2 ans j'ai suivi et exploré et découvert, parce que dans le reportage de Trax il y a Islam Chipsi, mais il y a Okay Ortega, mais il n'y a pas Sadat et Amr Haha, que j'ai rencontré ensuite, plus tard. Voilà, donc ce film, c'est vraiment un film fait de briques et de broc, parce que je faisais des allers-retours à Paris. C'est un film qui a été fait sans argent. J'avais vraiment fait un super dossier pour présenter le film, mais toutes les chaînes de télévision françaises l'ont refusé. J'ai simplement fait le film avec l'aide à l'écriture du CNC, l'aide au développement du CNC, voilà. Et puis je travaillais en même temps comme journaliste, donc je revenais à Paris pour bosser à France Info, je repartais. Le film aurait été bien meilleur si j'avais eu la possibilité d'être là tout le temps. Et puis d'avoir du coup le budget pour le faire, parce que voilà, puis c'est un film où je faisais tout moi-même, donc je filmais, je suis à la caméra, au son, je suis toute seule, la seule chose que j'ai c'est un chauffeur, et voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le film que vous avez fait, puisque vous avez suivi la trajectoire de ces artistes, c'est qu'on voit bien comment ce groupe-là, qui est maintenu dans la périphérie au départ, devient central, en fait, dans l'espace sonore du Caire aussi. Et, on voit avec Oka et Ortega comment ils... Alors Oka et Ortega, c'est un peu de ma faute, ça personne ne le sait, parce que je veux dire on le voit pas dans le film, mais en fait je sentais vraiment qu'ils avaient un potentiel incroyable, donc je les ai présentés, parce que du coup moi je circulais au Caire entre guillemets la jet set, enfin les enfants privilégiés du Caire, les gens qui étaient des familles très riches et tout ça, que j'avais rencontrés par des amis de mes parents, des amis d'amis, des artistes. Après, il y a voilà, comme ça un peu des mondes qui normalement ne se rencontrent jamais. Et il y avait quelqu'un qui avait créé un label de musique qui s'appelle Hybrid Records et qui était donc à Maradi, lui, fils d'une famille très très riche, il n'avait pas besoin de travailler et il organisait les événements Red Bull, et en même temps il adorait la musique traditionnelle, il essayait de faire des choses, il était un peu entre plusieurs mondes, entre la pub, la musique underground, et son studio voyait passer plein de gens. Et en fait, j'ai présenté Oka et Ortega à ce jeune homme dont malheureusement je ne me souviens plus de son prénom. J'ai oublié. Bon. Et donc, c'est Hybrid Records, parce que ça existe toujours. Et c'est lui qui a présenté Oka et Ortega, qui leur a fait faire en fait un morceau qui a été utilisé pour une pub Mobinil. Mobinil, c'est l'équivalent de Orange. C'est appartient à Zawiris, qui est un milliardaire, un des hommes les plus riches d'Égypte. Et il les a mis dans le clip. Donc on voit Oka et Ortega dans cette pub, qui était partout sur toutes les télés. Et du jour au lendemain, Oka et Ortega sont devenus des stars. Donc j'y ai un peu contribué, parce que en fait, si je ne les avais pas présentés, peut-être ça aurait pris plus de temps, ou ça se serait fait différemment. Mais sincèrement, quand je les ai présentés, j'imaginais pas une seule seconde que cet ami allait faire ça, et que je pensais qu'il allait juste les aider à sortir leur album avec Hybrid Records. Non, parce que c'est pas mon métier, mais bon, j'aurais dû te dire de venir, j'aurais dû t'appeler, ouais, parce que... Zaïd vient de dire que tu aurais dû les signer à Inde. Zaïd, quand tu écoutes les témoignages d'Inde, d'Isa ou de Jacqueline, est-ce que tu as la notion d'underground qui parvient? Et dans ton travail, est-ce qu'il y a la notion d'underground? Ou est-ce que c'est un mot comme ça, étiquette, qui vient de France, des États-Unis? C'est l'étiquette maudite pour nous. Oui, mais c'est maudit, non, c'est pour rire quand on dit underground, parce que ce qu'on fait, c'est pas du tout underground. La musique de Oka et d'Ortega, Amr Haha, et la musique. Mais je veux dire, c'est la musique populaire, c'est la musique qui est on the ground, sur le terrain, elle n'est pas sous terre. C'est la musique qu'il faut enterrer, c'est la musique que les radios passent là-bas. C'est cette musique fausse, fabriquée. Quand j'ai commencé à tourner avec eux, ils n'étaient connus que dans leur quartier. Et cette musique n'était écoutée que dans les tuk-tuk, et puis les jeunes se filaient les liens, etc., se copiaient les trucs. Et quand je faisais écouter à des mecs du Cairo Jazz Club en leur disant il faudrait les faire venir, et ça, la résistance a duré plus d'1 an après la Révolution, où ils disaient on mélange pas nos clients avec cette lie, quoi. Pour eux, c'était la lie de la société. Et ensuite, ils sont devenus hyper commercial, et on les a vus partout. Ce que Amr Haha, Ortega font, c'est prendre des rythmes extrêmement populaires du folklore et ils l'électronisent. Ils sont en train de puiser. Ils sont la continuation logique. Ils sont la continuation logique de cette musique arabe, cette progression naturelle, et un accès à la technologie. Et ils sont la vraie façon avec laquelle la musique doit se développer.
contrairement à la musique populaire préfabriquée qui passe sur les radios. C'est pour ça que je te dis, au Liban, c'est la même chose. On est, nous, Libanese underground, soi-disant, parce que ce qui est overground, ce qui passe dans les radios, c'est un truc... C'est Haïfa Wahbi. Ouais, c'est le Wawa. je ne saurais pas décrire cette musique parce qu'elle elle est indescriptible, elle n'appartient à rien. Elle est mielleuse. Ben, en fait, ça n'a pas à voir avec la musique, c'est du son qui accompagne un joli corps et des jolis cheveux et tu as envie de faire l'amour. Mais ce n'est pas de la musique, il n'y a pas de... C'est exactement ça. Oui, Comment dire, c'est des aliments sans vitamines, ça ne te fait pas du bien, voilà. C'est fade. Donc, c'est fade. Donc voilà, par rapport à Underground, c'est une vraie erreur de nous labelliser Underground. Pour finir sur les maharaganat et ce que j'ai appelé électro-shahabi, juste pour finir là-dessus, parce que je voulais vous raconter une petite anecdote. Ahmed Fouad Nagm, qui est un grand chanteur égyptien, un activiste, quelqu'un de très très engagé, qui était très proche de Cheikh Imam et qui a été en prison pour ses chansons et qui a toujours été vraiment quelqu'un qui dénonçait la dictature et l'absence de liberté d'expression dans son pays. Donc Ahmed Fouad Nagm, pour son 80e anniversaire, a invité Sadat, 50, Amr Haha, Figo à jouer chez lui à la maison au Mu'attam. Donc c'était 1 an avant sa mort et j'étais avec eux. Donc je filmais. Hein. C'est pas dans le film hein, parce que ça fonctionnait pas au montage, mais et il m'a dit quand j'ai discuté un peu, il dansait comme un fou sur la musique. Il était ravi. Les gens étaient sur les tables. Enfin franchement, si je vous montre les images, c'est hallucinant dans une maison un peu bourgeoise comme ça avec des gens de 5 à 90 ans. Quoi. Il y avait tous les âges et tout le monde dansait. Et il disait, ce sont mes enfants, ce sont mes héritiers. Il parlait pas de la musique, il parlait des paroles et de l'engagement, de la conscience politique, parce que Oka et Ortega sont devenus commerciaux, mais quand même à leur début, ils disaient quand même des choses très fortes. Ils ont après décidé d'aller vers le commercial, ils n'ont plus du tout fait de message politique, mais Sadat, encore aujourd'hui, continue d'avoir un message politique dans ses paroles. Et même sous Sisi, juste au moment où il y a eu les élections présidentielles, il a sorti un morceau qui s'appelle... c'est nous les Égyptiens, je ne sais plus comment c'est Ahna al-Masriyin. En fait, c'était pour dire, c'était une chanson où il faisait la description de tous les Égyptiens, donc celui qui vend les patates douces dans la rue, celui qui balaye, celui qui fait tel métier, etc. Il les énumérait et c'était une espèce de déambulation dans le Caire. Et c'était sous-entendu, si, vous ne nous représentez pas, c'est nous les Égyptiens et nous ne l'oublierons pas. Et en gros, cette révolution, vous êtes en train de la casser, mais elle est dans les esprits. Donc, pour revenir à l'underground et puis peut-être plutôt au Liban, justement. Donc vous, aux filles. Et aux filles. On parle que de mecs. C'est vrai. On a parlé des femmes, on a parlé Non, je veux dire, le chapitre Oka Ortega. Ah bah, il y a que des mecs dans mon film. Donc, Zaïd, vous diriez plutôt que la scène sur laquelle vous vous situez au Liban, c'est une scène alternative par rapport à ce qui se fait dans le champ commercial représenté par Nancy Ajram, tout ça Au Liban, on vit dans un monde inversé, étrange, où la culture n'existe pas, elle est préfabriquée par des nécessités politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de radio d'État ou de télévision d'État, il y a des chefs de guerre qui ont chacun leurs médias et leurs programmes et leurs clients. Donc, et il y a nous. Bon, ça, c'est pas au Liban, c'est dans tout le monde arabe. Et en fait, plus je grandis, c'est dans tout le monde, en fait. Mais il y a une scène, il y a un monde en dehors des systèmes qui existent et qui se développent, comme les microbes, tout seul. Et c'est ce qu'on appelle l'underground. Et ça donne les musiques que j'encourage et que je produis. Mais quand j'entends les scènes européennes ou américaines ou sud-américaines, à entendre des sons, je sens qu'on n'est pas underground. Quand j'entends les undergrounds d'Europe ou d'Amérique, où il y a vraiment une recherche, où c'est un peu difficile, faut une culture et une ouverture pour accepter. Je pense que nous, ce qu'on fait, c'est de la pop, c'est des choses pop populaires, comme la musique. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est toujours un sens ironique de dire underground, mais parce qu'on est dans une grande farce culturelle dans tout le Moyen-Orient, où justement la femme
et le rôle de l'artiste, de la femme, est utilisé d'une façon abominable, tu vois, complètement déplacée. Ce qui fait que dans la mentalité du père de famille arabe, une artiste, c'est une pute. C'est pas le fennan, ou bien le garçon fennan, ton fils c'est un fennan, c'est un artiste. Oui, ça n'a pas du tout. C'est un truc affreux, quoi. Et c'est parce que c'est ça le cadre dans lequel on vit dans les pays arabes. Alors, quand on parle des pays tout à arabes, fait. est-ce qu'il y a une différence de la représentation de la femme artiste et militante en fonction des pays? Question ouverte à vous quatre. Il y a des pays, évidemment, où c'est plus difficile. Si on pense à l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est quand même pas commode du tout, hein. Je discutais justement récemment de cela avec Camilla Djoubran, qui donc figure dans mon film Si je te garde dans mes cheveux, puisque le cheveu est un tabou, comme on le sait, et elle est donc palestinienne. Je suis allée filmer là-bas à Ramallah, et elle me dit que curieusement, justement, il y a cette occupation évidemment des territoires, quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, mais c'est un des pays qu'elle trouve, elle, les plus libres quant à la possibilité pour une femme de s'exprimer. C'est quelque chose, elle a commencé très très jeune avec un groupe qui était plus rock à l'époque, qui s'appelait Sabrine, et puis maintenant, donc elle utilise ce socle, pour moi, alors on peut dire quelque part elle est plus underground, c'est-à-dire qu'elle a tout ce socle de connaissances parfaite. Son papa était quelqu'un qui fabrique des ouds, donc elle a vécu dans la musique depuis toute petite, donc elle connaît parfaitement, mais en même temps elle est en recherche vraiment, c'est-à-dire elle peut travailler avec des gens qui font de la musique électronique, elle peut travailler avec d'autres femmes qui vont, par exemple avec Sarah Moursia, qui est une merveilleuse contrebassiste, voilà, donc elle fait des échanges comme ça, elle est constamment en recherche, et elle me dit que ça, c'est à la fois, il y avait énormément d'interdits, puisqu'en effet, toutes les musiques arrivaient difficilement jusqu'en Palestine, hein, parce qu'il fallait passer tous les contrôles, etc. Mais quand même, il y avait cette radio qui s'appelait La Voix des Arabes, qu'ils arrivaient à capter. Justement, ils écoutaient le Cher Imam, ils écoutaient tous les révoltés, hein, de l'époque. Et à partir de ça, elle a pu réussir à se construire et à pouvoir s'exprimer plus facilement peut-être que dans d'autres pays. Hadda Ouaki, par exemple, au Maroc, mais ça, c'est toi qui vas en parler mieux que moi. Voilà, donc en Tunisie, par exemple, j'ai rencontré cette femme, Amina Sfarpi, que je trouve tout à fait intéressante, puisque dès 1992, c'est là aussi des femmes qui n'ont pas attendu le printemps arabe pour se révolter et pour s'imposer vraiment avec force. Elle a fondé El Azifet, le groupe El Azifet, que je prononce certainement très mal, mais qui veut dire les musiciennes, et en 92, constitué un groupe uniquement de femmes, un orchestre de femmes. Elles sont 20, elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Voilà, et c'était vraiment une action très difficile où elle disait qu'en effet, les parents comme les maris disaient « mais ok, tu peux être prof de musique, mais pas musicienne ». Ah non, parce que musicienne, ça veut dire voyager, ça veut dire s'en aller, quitter la maison, quitter le pays, dormir ailleurs. Ça non, là vraiment, là on rentre dans quelque chose. Et elle disait que beaucoup, même commençaient, et puis très vite, soit elles se mariaient, quittaient le groupe, ou la famille faisait pression et quittait le groupe. Donc elle était constamment en train de reconstituer, et elle joue du malouf, qui est une forme évidemment très traditionnelle, mais qui a quand même été une forme musicale qui est venue s'imposer en réaction avec ce qui s'appelait à l'époque la musique franco-arabe, qui se développait en Tunisie, à Tunis, avec une institution, la Rachidia, qui est une très grande institution qui a défendu la musique vraiment arabe, le malouf, que l'on va trouver d'ailleurs dans les 3 pays nord-africains, qui est une forme que moi je continue à énormément aimer. Voilà, et donc ça tu peux dire plus au Maroc. Oui, je peux en effet en dire plus à propos des Chirhat justement. Aujourd'hui on assiste à un phénomène assez curieux, c'est que à la fois il y a un souci de préserver ce patrimoine de la haïta, puisque c'est ce genre musical qu'elles interprètent, mais alors que ces femmes que j'ai donc filmées il y a
quelques années, aujourd'hui, quand ces mêmes femmes, quand elles se produisent sur scène, aujourd'hui, alors qu'elles ont le souci de perpétuer ce patrimoine, eh bien, elles chantent sur scène avec leur foulard, avec leur voile. Bon. Donc elles dansent plus avec leurs cheveux. Elles dansent plus, mais elles ont les danseuses qui, elles, peuvent défaire leurs cheveux. Mais elles, les chanteuses, en tout cas certaines d'entre elles, pas toutes. Donc il y a cette évolution, mais en revanche, il y en a une autre évolution qui, à l'inverse, s'affranchit non seulement du voile, mais même du costume. C'est-à-dire, et ce phénomène, on le ressent davantage dans le monde berbère que dans le monde arabe. Et donc, par exemple, il y a des jeunes chanteuses berbères aujourd'hui qui sont des chirates de berbères, mais qui ont le répertoire classique, qui font le tamawit, par exemple, mais qui en même temps se produisent en jean, créent, écrivent. Elles sont plus lettrées que les autres chanteuses. Qui, par exemple, je les connais pas. Alors que Aïcha Maya, par exemple, qui est une jeune chanteuse que j'ai découverte tout à fait par hasard sur YouTube et qui a une voix absolument prodigieuse, vous prenez, j'ai pris une chanson parmi des tas d'autres, elle a été vue par plus de 2 millions de viewers, enfin de spectateurs. Et à côté de ça, il existe, alors encore une fois dans le monde berbère, des roaïs. Il faut dire que la constitution marocaine a rendu officielle la langue berbère depuis 2011. C'est constitutionnel, en la mettant au même rang que l'arabe. À partir de ce moment-là, ça a libéré... Bon, il y avait déjà des écoles, il y avait déjà des émissions en berbère, mais là, disons que c'est absolument officiel. Eh bien, vous avez une chira, une roi, on les appelle les roaïs, dans la région d'Agadir, qui est députée, qui a été élu et qui s'exprime en berbère. C'est un porte-drapeau de la cause berbère depuis le Maroc jusqu'en Libye. Et donc, elle, en revanche, elle s'implique vraiment. Elle, c'est une vraie militante dans tous les sens du terme. Donc voilà, il y a ces deux phénomènes. Un phénomène qui subit l'influence actuelle et une autre, au contraire, qui veut s'en affranchir. Voilà. Isa, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu pourquoi, dans le monde berbère, est-ce qu'il y a en ce moment cette émergence d'artistes et de militantes, et pourquoi est-ce qu'elles ont plus de moyens d'expression dans le monde berbère que dans le reste du Maroc ? Disons que la composante berbère a souvent été mise sous le boisseau dans la plupart des pays du Maghreb, y compris au Maroc. Mais depuis quelque temps, déjà avec Hassan II, il avait commencé à libérer, puisque les émissions en berbère ont fait leur apparition déjà il y a plus de 10-15 ans. Et donc c'était assez timide. À côté de ça, il y a eu également, par exemple, un festival comme Timitar à Agadir, qui lui est ancien, mais auquel j'ai assisté il y a quelques années. Et là, on se rend compte qu'il y a une espèce d'énergie, de force, de libération. C'est comme s'il y a eu tout d'un coup, à partir du moment où cette langue a été vraiment officialisée avec un institut du berbère, avec toute une action à la fois pédagogique et culturelle qui est mise en application. À partir de ce moment-là, ça a libéré et je pense que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a il y a une liberté de parole, il y a une liberté d'expression et d'ailleurs, toutes les régions aujourd'hui pratiquement ont leur festival local. Mais il n'y a pas Timitar à Agadir, c'est le plus important, mais il n'y a pas de village ou de région qui n'ait pas son festival avec son patrimoine local. Alors justement, à propos des scènes où peuvent se produire les artistes, j'ai une question qui là encore est ouverte à tous. Quel peut être le rôle à la fois des scènes et à la fois des financements extérieurs dans la reconnaissance et dans la visibilisation de certains genres?
Oui, pardon, j'ai oublié de dire que les festivals ont joué un rôle déterminant. C'est-à-dire qu'au Maroc, il y a des festivals à foison. Hein, il y a pas, et des petits et des énormes. Le festival des Gnawa est connu, celui des musiques de Fès. Là, je parle des grosses pointures. Il y a Mawazine là, qui va se tenir en mai, qui a des scènes qui rassemblent, dit-on, 2 millions de spectateurs. Il faut dire que le Maroc semble jouer vraiment la carte culturelle, parce qu'en ce moment, il y a des constructions d'auditoriums, il y a des constructions de théâtres, des agrandissements de théâtres, des centres culturels. Donc j'ai l'impression qu'il y a, de manière concomitante à tous ces festivals, une vraie volonté politique de développer la culture. Est-ce que c'est le cas ailleurs, par exemple en Égypte, au Liban On n'invite plus des groupes aujourd'hui en Égypte, au Liban. On invite des DJ. C'est une personne, ça coûte pas cher. Ils ont un bon hôtel et tout ça. Même s'ils mettent le paquet, il y a de moins en moins de groupes et de moins en moins de scènes. Ce qui est terrible. Et en plus, étrangement, sur les scènes, disons, médiatisées, c'est-à-dire où la télévision fait la promotion du festival, ça devient de plus en plus rare que c'est de la musique même locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si les gouvernements et les compagnies et les télécoms misent plus sur la musique étrangère. C'est comme ça, les reposent, tu vois. Donc, non, dans nos pays, moins de scènes, moins d'espace, moins de plateformes, et donc moins d'artistes. Comme une peau de chagrin. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, tout le monde regarde l'Europe comme... Parce que l'Europe est curieux envers nous. L'Europe, surtout en ce moment, qui sont ces gens? Donc tous les artistes sentent qu'ils ont une chance d'exister et de survivre, parce qu'on est sur un navire qui coule. C'est le Moyen-Orient est dans un état lamentable culturellement. Donc on se porte vers les gens qu'on considère éduqués et ouverts. Moi, j'aimerais savoir, alors là, malheureusement, je ne me suis pas rendue en Algérie depuis un certain temps. J'aimerais savoir justement si même il y a des gens dans la salle là qui peuvent me dire qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que après ce grand mouvement autour du rail à Oran, qui a été quand même quelque chose de prodigieux et qui a été vraiment une révolte en même temps politique, sociologique, il y a Samir qui est là. Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'il y a des possibilités d'expression? Est-ce qu'il y a, voilà, il y avait des chanteuses aussi qui étaient absolument magnifiques, et c'est vrai que je ne sais plus du tout où ils en sont maintenant. J'espère qu'il y a Samir Toubi dans la salle, parce que voilà, ça devient vraiment un monde fermé par rapport aux deux autres pays, et même. Ouais, viens Samir. C'est pas Samir. Oh. Ah non, c'est pas non. Moi je m'appelle Rachid. Oui. Donc je viens d'Algérie. D'abord je vous remercie pour le petit hommage que vous avez fait pour Cheikha Alimiti. Une grande dame, mais oui. J'aimerais préciser aussi que, vous savez, c'est une vraie diva en Algérie, hein. Elle est vraiment considérée comme une diva, une star, oui. Que ce soit pour l'ancienne génération comme pour la plus jeune. Oui. Et c'est vrai que durant la période d'intégrisme islamiste, c'est vrai que ces chansons étaient vraiment tabous. Disons qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ça passe à la radio, certaines, pas toutes. Mais voilà, je vous remercie d'avoir parlé d'elle, parce que c'est une grande dame qu'on respecte énormément. Sinon, pour ce qui est de la culture actuellement en Algérie, moi personnellement, je travaille pour une agence qui est l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ARC, AARC. Et donc, on s'occupe de faire rayonner la culture algérienne partout dans le monde, et d'accueillir toutes les cultures du monde en Algérie. Voilà, on travaille sur plusieurs disciplines, la musique, le livre, les arts visuels par exemple, aussi le cinéma. On coproduit des films également. On travaille beaucoup avec des institutions françaises telles que l'Institut français ou bien l'Institut du monde arabe aussi. Il y a disons que
Il y a actuellement quelques restrictions budgétaires automatiquement parce que avec la chute du prix du pétrole, c'est clair que le premier secteur qui est touché, c'est comme d'habitude le secteur culturel. Euh, mais on maintient quand même, on fait des efforts pour maintenir un peu cette cadence et montrer un peu au monde que l'Algérie, que la culture algérienne est quand même à son importance et qu'elle est très importante et très présente en Algérie et partout dans le monde d'ailleurs à travers ce qu'on fait. Voilà. Alors j'ai une petite question pour vous. Là, en ce moment, en 2016, quelles femmes activistes et militantes est-ce que vous mettez en avant en Algérie ? Activiste et militante, vous voulez dire quoi par activiste et militante? Chanteuse, Parler artiste, d'artiste. artiste du chant visuel. Parmi votre catalogue de promotion et rayonnement culturel de l'Algérie, quelle artiste féminine est-ce que vous mettez en avant? Je voudrais juste vous répondre à votre question par une autre question. Qui milite contre quoi exactement? Ça peut être très large, ça peut être absolument ce dont on parle. Qui défend le droit de la femme, qui défend, je sais pas, la culture berbère ou la culture d'une autre région, la culture touareg. Retournons la question pour la France. Par exemple, si on me posait la question, je dirais Nadea, qui est une rappeuse que j'aime beaucoup, qui est de Marseille. Voilà. Oui, alors nous avons des actrices. Je citerai à titre d'exemple Adila Bendemrad qui fait un grand travail sur la place de la femme dans la vie quotidienne en Algérie. Par exemple, une dame qui a fait un peu le même travail que vous, qui est Safinez Bosbia, vous devez connaître. D'ailleurs, je voudrais bien vous poser la question, comment vous définirez votre travail par rapport à ce qu'elle a fait sur le chabi algérien? Elle l'a fait avec beaucoup de moyens, donc c'est pas du tout pareil. Quoi. Moi, Par contre, elle, c'était vraiment dans les bas-fonds. Hein. Moi, j'ai pas encore vu ce que vous avez fait, j'aurais le plaisir de le voir tout à l'heure. Mais elle, on sentait vraiment qu'elle était vraiment dans les quartiers populaires, dans les vrais quartiers. Vraiment, la musique shabi présente dans les petits foyers, dans les petits magasins. Donc voilà, j'aurais le plaisir de voir votre documentaire tout à l'heure. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Karima Naït Abdelaziz, aussi, ouais. qui est une Algérienne. Et je dirais que c'est un tigre féroce. Ah ouais. Ah Sauf que, tu m'excuseras, elle s'est exilée. Elle habite à l'étranger. Je pense que la question concernait surtout les femmes qui habitent en Algérie. Tout à fait. En fait, l'idée aussi de ce débat, c'est de faire du name dropping, que le public découvre un maximum d'artistes au travers de nos propos. Tu sais, tous les artistes avec lesquels je travaille finissent par quitter leur pays. Alors il y a une artiste aussi qui évidemment a dû s'éloigner puisqu'elle est syrienne, puisqu'on parle de name dropping, et je voudrais vraiment la signaler parce qu'elle est magnifique, elle est jeune, elle est installée en France en attendant, et elle fait un doctorat de musicologie pour pas perdre non plus son temps, et elle s'appelle Wahed Bouassoun. Et elle vient de sortir un disque qui s'appelle L'âme du luth. Elle joue du oud et en même temps elle chante, qui a reçu l'année dernière un prix Charles Cros. C'est absolument magnifique. Et là, elle va sortir dans très peu de temps un autre disque qui est un disque de musique populaire du sud de la Syrie, qui est sa région, parce qu'elle est en Syrie d'ailleurs actuellement. Du sud, en dessous de Damas, et qui change complètement sa tessiture et son registre vocal, qui est absolument magnifique. Donc je vous la signale, parce que c'est quelqu'un qui a 30 ans. Wahed Bouassoun. W-A-E-D Bouassoun. Voilà, donc c'est une chanteuse qui commence, même ici, à avoir de plus en plus de concerts. Moi, quand je peux, que je projette mes films, je propose ensuite d'organiser un concert, si c'est possible. Comme ça, elles sortent du film et elles me font la rose pourpre du Caire, elles sont sur scène, voilà, et elle est vraiment quelqu'un, à mon avis, qui a une voix magnifique. Il y a aussi Léna Chamamian. Voilà, et qui fait aussi, qui travaille aussi beaucoup avec des poésies, parce qu'elle est compositrice aussi. Par exemple, elle travaille beaucoup avec les poèmes d'Adonis, voilà, elle est très en rapport avec le présent. Et alors, Camilla Djoubran aussi, qui travaille toujours avec des poètes et qui travaille beaucoup sur l'exil, sur des choses comme ça. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette rencontre. J'aimerais que chacun nous présente justement quelques artistes qu'on a envie de découvrir, que vous souhaitez nous offrir à la salle, voilà, à découvrir dans ce monde, qui soit ground ou underground, mais dans les mondes arabes.
Moi, je voudrais parler de Masha Maya, de Aïcha Maya, qui m'a absolument impressionnée. Je voudrais. Alors, il y a toute une. D'ailleurs, bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de noter tous leurs noms, mais. Non, mais justement, je ne les ai pas ici, je n'avais pas la connexion Wi-Fi. Mais la programmation du festival Mawazine cette année, qui, en principe, amène les plus grosses pointures internationales, comme ça a été Stromae, Jennifer Lopez, etc., cette année semble avoir joué la carte marocaine, parce que quand j'ai regardé la programmation, il y a énormément de jeunes artistes, hommes et femmes, dans tous les registres, c'est-à-dire aussi bien dans le registre classique ou dans le hip-hop ou dans le domaine de tous les nouveaux rythmes aujourd'hui. Donc j'ai l'impression voilà, moi je vous invite à jeter un œil à la programmation du festival Mawazine. Ça s'écrit Mawazine, c'est à Rabat. Et là, je crois qu'il y a vraiment une... En plus, ils font quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'appelle la New Generation, je crois, la New Generation. Et ils font un concours. Leur sélection est basée sur un concours. Donc, il y a des finalistes, et ce sont les finalistes qui finalement sont sélectionnés. Et donc, c'est vraiment un beau panel de ce qui se fait en musique actuellement. Zaïd ? Vite comme ça. Oui, alors peut-être autour du mouvement Beyrouth Madinati, les jeunes artistes que tu soutiens dans les campagnes. Chez nous, on a des activistes, Noël et Michel Kesselouani, qui sont des filles comme deux rappeuses qui ont des textes qui déchirent tout le monde. Et dans le mouvement Beyrouth Madinati, qui est le seul mouvement séculaire et non affilié, ils les ont pris un peu comme emblème. Il y a Yasmine qui, depuis la nuit des temps, est comme fait tache sur la scène, comme ça, par sa façon d'être révoltée. Heba Mansouri, Mariam Saleh, May Walid, qui encore chez nous. Reisbeck, c'est pas une fille. Il est chaud, mais. Ça fait rien, on prend quand même. Hein. Ouais. Ça, c'est les filles autour de moi. Ouais. Jacqueline ? Moi, je vais avoir envie de parler de Hadda Waki parce que voilà, donc je suis contente parce que elle va être invitée en octobre au Rocher Palmer. Je vais y projeter aussi le film que je lui ai consacré, donc un film d'1 heure, et qui est donc cette Chirate qui est originaire d'Azrou, voilà, et qui est une très très grande révoltée et vraiment un personnage que j'ai pu voir à l'œuvre, même quand je la filmais, comment elle était, parce que j'ai eu quelques problèmes avec les autorités là-bas pendant mon tournage, et comment elle s'est mise entre moi et les flics d'une façon absolument mais invraisemblable de courage, quoi. Donc voilà, et c'est une femme qui a toujours refusé de se marier, d'avoir des enfants, ce qui, dans la société dont elle est originaire, est un acte incroyable. Elle a été mariée de force à 14 ans. Elle a 60 ans maintenant. Hein. C'est pas Mathusalem non plus. Donc, à 14 ans, elle a été mariée de force. Elle a été voir le juge. Elle a fait annuler le mariage. Fallait quand même le faire. Et elle s'est enfuie à 15 ans pour arriver à Casa, alors que c'était une nomade. Donc, c'est quand même un sacré caractère. Hein. Voilà. Et par ailleurs, c'est une chanteuse magnifique. Donc, Hadda Waki. Et Hind, peut-être en Tunisie, du coup Non, moi, c'est pas en Tunisie. Moi, je suis toujours très très fan de Shadia Mansour, qui est une rappeuse palestinienne et que j'ai eu l'occasion de voir sur scène à Marseille. J'étais vraiment impressionnée par son énergie. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de passer du temps avec elle. Il y a des rappeuses en Tunisie, mais je suis pas fan, donc je vais pas les citer. Non, pour moi, c'est pas du niveau. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi une chanteuse que j'adore qui s'appelle Amina en Égypte. Alors c'est vraiment c'est de la chanson très populaire et qui chante. Je sais pas si tu vois, c'est un tube. C'est une chanson qui est très érotique et la plupart de ses chansons sont très érotiques. Il faut que je retrouve son nom de famille. Il y a
Non, j'aime pas du tout. Ah Mais alors, ouais. pas du tout. Pour moi, elle est totalement fabriquée. Ça me Allez, Ada, moi j'adore. Et j'ai pas du tout aimé ses concerts. Je trouve qu'elle. Ah non, non. Et puis, vraiment, je déteste. Vraiment, pas elle. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on entende un petit peu plus ces artistes chacun? Parce que Il y a Hindi Zahra on les aussi. entend. Il faut quand même dire ouais. qu'elle a grandi au Maroc, elle est berbère. Pour moi, Hindi Zahra, c'est un peu quelque part dans la continuité des Chirat. Elle a grandi dans une famille où la musique était présente partout, ses tantes, tout le monde chantait dans la famille, dans une famille nombreuse où ils vivaient toujours tous ensemble. Et ils viennent du Sahara occidental et son père était militaire, donc ils n'arrêtaient pas de bouger partout au Maroc. Elle a une histoire assez incroyable et puis elle tient à chanter en berbère, en arabe, en français et en anglais. C'est quand même magnifique. Hindi Zahra, Oui, tout à fait. ouais, que je trouve magnifique. Et qui d'autre encore? J'avais quelqu'un en tête, mais ça m'est sorti. Alors, pour répondre à votre question, je souhaiterais vraiment qu'il y ait davantage de possibilités dans les radios, notamment. Bien sûr, il y a des radios dédiées, ça, voilà, mais qu'il y ait plus de possibilités pour pouvoir organiser des émissions, vraiment, faire des écoutes, voilà, jouer le rôle que j'espère que nos films font, et notamment tout le travail que tu as pu faire, qui est un rôle de passeur, quoi. Je trouve que pour moi, la caméra, c'est ça. C'est-à-dire aller capter quelque chose qui à la fois est un travail de mémoire aussi. J'aime bien que quelque chose qui peut-être va disparaître soit conservé. Ça me paraît important. Parce qu'ensuite, quand on le diffuse, par exemple, moi je dis toujours, mais invitez-moi dans les écoles. Je dis toujours oui. Toujours, parce que ça me paraît vraiment très important de redonner simplement à connaître comme je le disais au tout début, à des jeunes qui sont maintenant en France, qui n'ont même plus la connaissance de la culture de leurs parents ou de leurs grands-parents. Invitez-moi. Moi, je viens, je parle. Ces musiques arabes font partie de ma vie. J'en écoute constamment. Ça fait 30 ans que je circule dans tous ces pays. Donc voilà. Et pour moi, l'image, elle est aussi faite pour ça. C'est-à-dire communiquer quelque chose qui est fort, qui est beau, qui est puissant, dont on a tous besoin. La beauté, vraiment, on en a besoin. La force, l'énergie, on en a besoin. Le matin, quand je me lève, je commence par me mettre un disque de Chirag Rimiti et tout de suite, ça va mieux, quoi. Voilà, et Rimiti, moi, ça la patronne. Et je démarre ma journée, c'est super, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on a absolument... Et pour moi, le cinéma, enfin, la captation, les films que je peux faire, c'est ce rôle-là que ça joue. Donc, après, il faut que ça diffuse. Donc, bon, je suis déjà pas mal invitée, mais c'est vrai que, notamment auprès des jeunes. Je vous dis, moi, les écoles, je dis toujours oui, les lycées, je dis toujours oui. Toujours. Là-dessus. Oui, mais si vous voulez. Oui. Ça, vraiment. À propos justement de la diffusion, bon, c'est vrai que ma première motivation en faisant ces films, c'est que j'ai reçu moi tout le plaisir de cette musique et qu'à un moment donné, j'ai voulu en témoigner. Ça, je pense que c'est la base de ma démarche. Bon. Mais ceci étant dit, quand j'ai eu cette démarche, c'était dans les années 80, fin des années 80. Je peux vous dire que je suis allée voir Arte, je suis allée voir Canal, je suis allée voir... Tout le monde m'a ouvert la porte. Quand j'ai voulu... Voilà. Le dernier film que j'ai fait, qui est pourtant mon film le plus abouti, le plus cher, le plus ambitieux, c'était Nouba d'or et de lumière, qui est un long métrage documentaire sur la musique arabo-andalouse, avec tout ce que ça implique. C'est une musique savante, il faut traduire. Eh bien, je me suis dit, je vais aller chez Arte, c'est la... Zéro. Je vais aller chez Mezzo, zéro. Je vais aller chez... Partout, ça a été fermé. Ça a été le film le plus difficile à produire de tous mes films. Et pourtant, j'en avais déjà fait beaucoup. Donc, il y a aussi un désintérêt, en tout cas, des chaînes pour ces musiques. Voilà pourquoi on en parle moins. Oui, voilà. Moi, Arte aussi, je suis allée à chaque fois. Et chaque fois, on me répond « Ah non, c'est un sujet trop pointu ». Voilà, donc ça fait partie des colères dont j'ai parlé au tout début. Voilà, c'est inadmissible parce que c'est une fermeture, quoi. J'ai une petite remarque. Oui. À l'hôtel, depuis que je suis arrivé, je regarde des chaînes musicales
pour voir qu'est-ce qu'on écoute en France. Est-ce que vous pourrez me donner des noms de chanteuses françaises militantes? J'en vois pas trop depuis que je... Oui. Ah, elle est française. Ok. Parce que je vous assure, j'ai passé des heures sur les chaînes françaises et j'ai vu aucune artiste déjà. Ah, ok, ok. D'accord. Donc j'ai l'impression que vous souffrez du même, le même processus. Ok, c'est cool. D'accord. Et bien sûr, c'est pas réservé à vous. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Je crois que ce sera le mot de la fin. On va passer tout de suite à la projection du film de Hind dans les bas-fonds. Je pense que vous n'allez pas être déçus du Caire. Franchement, il manque un truc. Je peux prendre le micro? C'est du bruit, je vais peut-être paraître arrogant, mais il manque un truc. Moi, j'ai été exalté au moment des révolutions arabes des filles. Il y a quelques personnes qui sont apparues. Voilà, je vais aussi faire du name dropping. Il y a la Alia Madja El Madji, Amina Zboui en Tunisie, donc Alia c'était en Égypte. C'est quoi le titre? C'est artiste et militante. Activiste, pour moi, c'est pas forcément activiste musical, c'est activiste politique. Voilà, je pense. Sur la musique, là. Où l'intitulé du débat est mal formulé. Voilà, pour vous répondre sur la circulation de la musique dans les pays arabes pour les faire rayonner, moi j'ai tenté, après un documentaire que j'ai fait sur la musique au Maroc, sur la scène plutôt heavy metal, puisque ça c'est quelque chose qui relie tout le Maghreb et tous les pays comme l'Irak, la Syrie, et aujourd'hui il y a eu un problème en Jordanie avec une censure avec accusation de satanisme, donc ça c'est toujours le grand grief pour interdire. J'ai tenté de faire venir les artistes, donc qui étaient un groupe de punk marocain, Riot Stone, et en fait j'ai fait 3 demandes de visa qui ont constamment été refusées. Donc voilà le plus grand problème, et ça c'est un choix, je pense, délibéré de l'Europe de ne pas délivrer de visa. Selon leurs explications, c'est des risques en fait après qui ne rentrent pas dans leur pays, quoi. Donc voilà, moi je suis extrêmement confiant de la capacité de tous ces pays-là à faire de la musique. Ils sont de très bons instrumentistes, mais après ils sont désespérés en fait de ne pas pouvoir jouer leur musique dans des lieux autres que les quelques scènes qui existent. Alors moi je connais bien le Maroc, l'Algérie je connais un petit peu aussi, mais l'Algérie c'est le rideau de fer en ce moment. Et la Tunisie aussi un petit peu, et voilà, l'instabilité politique n'aide pas trop les musiciens, puisqu'ils sont constamment leur sound system confisqué, les bars fermés. Voilà un petit peu ce qui se passe. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention, et nous allons maintenant passer à la projection de Electro Shahabi.